Et bonjour à toutes, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un vlog mais d'une vidéo bilan pour le fameux Murder Party Challenge que nous avons organisé avec Manon du compte les lectures de Manon. Et du coup le challenge se terminait le 15 avril dernier, il s'étendait du 15 janvier au 15 avril donc du coup de cette année, et vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à y participer. On a même été obligé de créer 2 groupes de conversation sur Instagram parce qu'on ne pouvait plus ajouter de personnes. Alors il y avait pour rappel 16 catégories, je vous les remettrai en barre d'infos. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, donc si vraiment vous voulez les catégories dans le détail, rendez-vous aux barres d'infos. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation de ce challenge, je vous invite également à regarder la première vidéo que nous avions postée début janvier où on expliquait vraiment tout. Là, ce que je vais faire vraiment en priorité, c'est vous donner un peu les lectures voilà, que j'ai pu faire lors de ce challenge. Oula, sachant qu'il y avait donc 16 catégories, en lien bien entendu avec les romans policiers, thrillers et cozy mystery, qu'il fallait du coup remplir 8 catégories minimum pour valider le challenge, que je m'étais mise en tête de remplir les 16 catégories, donc de lire 16 thrillers policiers entre le 15 janvier et le 15 avril. Comme vous vous en doutez forcément, je n'ai absolument pas réussi, j'en ai rempli 10, ce qui n'est pas pire au final. Et surtout que le template que j'avais fait au début, qui du coup ressemblait à ça, en fait est devenu ça. C'est-à-dire que clairement j'ai changé mon fusil d'épaule sur certaines catégories en fonction des réceptions, en fonction de mes envies également. Du coup je vais commencer par... Alors attendez, je reprends ma petite liste. Du coup on va commencer par... la catégorie Interpol, lire un livre qui se déroule à l'étranger, et j'avais choisi Un long si long après-midi d'Inga Vesper, édité aux éditions de La Martinière. Ça a été un très bon moment, je l'ai lu après Alabama 1963, on l'a lu avec Manon. Il y a eu quelques petites ressemblances, disons qu'il aurait peut-être été bien qu'on lise autre chose entre temps, mais en tout cas voilà, ça a été une bonne lecture. Ça se passe en Californie dans les années 59, en pleine ségrégation raciale, et on a vraiment une opposition entre le très beau quartier californien où toutes les couleurs sont ultra exacerbées, où c'est pastel, flashy, où toutes les nanas du quartier c'est des brivants de camp en puissance, et en fait il y a l'une d'entre elles qui va disparaître, et c'est sa femme de ménage qui s'appelle Ruby qui va découvrir une trace de sang dans la cuisine de son employeuse, et voilà, aucune nouvelle du coup de Joyce en fait, qui laisse derrière elle enfant et mari un peu en panique de savoir mais qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a disparu volontairement, enfin voilà, personne ne le sait. Et du coup l'enquêteur Mike va être épaulé par du coup Ruby, la femme de ménage mais qui est noire, pour résoudre cette enquête. Très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, la fin je trouvais traîner un peu en longueur, mais en tout cas le contexte, le décor, les personnages, le mystère autour de cette femme a priori à qui tout sourit, voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture, donc j'ai lu ça. Ensuite j'ai lu, là je l'ai mis dans la catégorie, mince, où est-ce qu'elle est, La femme de chambre, Madame mène l'enquête, donc lire un livre écrit par une femme, et j'avais choisi du coup La femme de chambre d'Nita Prose. Typiquement c'est un livre que j'ai rajouté en cours de route puisque je l'ai gentiment reçu de la part des éditions Calman Levy, et donc je l'ai ajouté. Ça a vraiment été une excellente lecture. On est dans un hôtel un peu à la Grande Budapest Hotel, mais là c'est le Grand Regency Grand, l'hôtel Regency Grand. Et en fait on va suivre Molly qui est une femme de ménage dans cet hôtel de luxe, et qui un jour découvre Monsieur Black, l'un des habitués richissimes de l'hôtel, mort dans son lit.
comment est-il mort, qui l'a tué, etc. Forcément, elle, petite femme de ménage, au début on va un peu chercher à la titiller, à l'accuser, au final pas du tout. Et pareil, un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu le même schéma que un long si long après-midi de cette femme de ménage qui au final va filer un sacré coup de main à la police pour découvrir tout ce qu'il s'est passé. Donc c'est un espèce de huis clos dans cet hôtel où chaque personnage qui appartient du coup à différents métiers. Du coup il y a le concierge, il y a le barman, il y a du coup Molly la femme de ménage, il y a la responsable des femmes de ménage, il y a le liftier, il va y avoir je sais plus comment on appelle ça, mais le mec en gros qui est à l'entrée, qui prend les clés de voiture, qui prend vos bagages, etc. Et du coup, voilà, tous ces personnages vont un peu être passés au crible et ça a été voilà une super lecture entre du Agatha Christie, voilà, ça m'a fait penser... Enfin voilà, c'était un peu le mélange entre du Agatha Christie et du coup, comment il s'appelle ce réalisateur qui a fait du coup Grand Budapest Hotel. Je ne l'ai plus en tête, mais bon, vous voyez un peu l'ambiance, on est là-dedans avec le personnage de Molly, qui clairement est complètement fascinant puisqu'elle a de grosses difficultés à rentrer en interaction avec les autres. Elle vivait avec sa grand-mère qui est décédée au début du roman, mais du coup elles vivaient toutes les deux en vase clos. Elle a une façon de parler qui est très anachronique. Elle a beaucoup de mal à interpréter les langages corporels des gens qui l'entourent. Pour elle, un sourire va pas forcément être interprété comme de l'ironie, mais chaque sourire pour elle, c'est waouh, la personne me kiffe et m'adore, alors que non, le sourire ça peut aussi être de la moquerie, etc. Et ça, elle ne le perçoit absolument pas. Ce qui rend du coup les relations très compliquées, et forcément les relations avec la police aussi un petit peu compliquées, qui va interpréter ces difficultés sociales de Molly comme presque une preuve de sa culpabilité. Donc voilà, excellent livre. J'ai lu également, donc ça je l'avais mis dans Un petit meurtre avec votre thé, lire un cozy mystery, La clinique du crime de Ngaio Marsh, édité chez Archipoche, qui fait partie des enquêtes de Roderick Alleyn. Donc c'est la première fois que je découvrais cet auteur, Ngaio Marsh, qui est qualifié par les éditions Archipel comme un peu la grande rivale d'Agatha Christie. Pour celui-ci, on n'arrive pas au niveau d'Agatha Christie, alors je trouve clairement, ceci dit, c'était une bonne lecture où on retrouve vraiment tous les codes du cozy mystery un peu à l'ancienne. J'ai vraiment beaucoup de mal moi, à définir le cozy mystery, mais voilà, sachant qu'en plus Ngaio Marsh était une fan incommensurable du théâtre. Clairement, c'est très théâtralisé, les dialogues s'enchaînent, les textes sont assez courts, c'est très dynamique, et il est question du coup je crois que c'est un ministre de l'Intérieur, Sir Derek O'Callaghan, qui décède lors d'une opération de l'appendicite, je crois que c'était ça. Et sauf qu'en fait lors de l'autopsie on comprend qu'il a été empoisonné et qu'en fait ce n'est pas du tout une mort naturelle des suites de son opération. Du coup bah forcément tout le monde va être passé au crible. L'infirmière, la femme de ménage de l'hôpital, le chirurgien, l'assistant chirurgien, comment on appelle ça, l'anesthésiste, enfin vraiment tout le monde va être passé au crible et chaque geste, chaque minute de l'opération va être observé par du coup Roderick Alleyn, qui propose à un moment de faire une reconstitution de la scène, et du coup il va devoir un petit peu déceler où le bas blesse quoi. Donc ça a été une bonne lecture, pas un coup de cœur mais vraiment une très bonne lecture dans la catégorie Un petit meurtre avec votre thé, c'est ça pour le cozy mystery. Ensuite par quoi je vais continuer? Alabama 1963, qui était la lecture commune du Murder Party Challenge et que nous avions mis dans Petit meurtre entre amis, donc faire une lecture commune. Alors nous, c'est la lecture commune qu'on avait proposée avec Manon pour l'ensemble des participants, mais vous pouviez aussi bien participer à cette lecture commune, mais également en organiser une de votre côté. Là, Alabama 1963, Birmingham 1963, le corps d'une fillette noire est retrouvé et forcément la police s'en préoccupe, mais genre vite fait, hein, c'est pas bien grave quoi. Et en fait il y a Bud qui du coup est un enquêteur blanc qui va un peu prendre cette affaire au sérieux, qui va du coup être accompagné de Adela, qui est une femme de ménage noire
qui va en fait à un moment être embauché par Bud pour faire un petit peu le ménage dans son bureau de détective qui est mais sans dessus dessous. Et en fait, il va un peu capter que Adela, elle pourrait clairement lui être utile pour résoudre ses enquêtes puisqu'elle a accès à la communauté noire quand lui, Bud, bah, clairement, c'est un petit peu compliqué parce que bah, à chaque fois qu'il veut aller interroger les parents ou les amis ou les voisins, il trouve porte close puisque, bien entendu, la communauté noire n'a absolument pas confiance en un policier blanc. Et du coup, Adela va être un petit peu la messagère, la médiatrice entre ces deux communautés pour découvrir qui se cache derrière l'assassinat de ces jeunes filles noires. Joli coup de cœur, hein, Alabama 1963, mais je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, tout comme America, le dernier livre de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pardon. Donc vraiment excellent livre que je recommande fortement avec une fin. Disons qu'on perçoit un peu qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'un des personnages, mais sans se dire que, ouais, vraiment, ça peut être clairement possible que ce soit lui le coupable. Et pourtant, enfin, il y a une pirouette, à un moment, on se dit, wouh. En tout cas, une super lecture avec Alabama 1963. Et d'ailleurs, quand on a créé du coup un groupe pour échanger autour de cette lecture commune, et vraiment tous les avis étaient plutôt bons. Dans la catégorie retour ressources, lire un classique du genre, j'avais choisi un Marine Gins Clark en secret. Je vous le disais dans des précédentes vidéos, pour moi Marine Gins Clark a marqué mon adolescence. J'ai découvert Marine Gins Clark, je vais avoir 15 ans, je pense de mes 15 à mes 20. J'ai lu du Marine Gins Clark, mais en veux-tu, en voilà. Au bout d'un moment, j'ai arrêté et là, je me suis dit, ah mais en fait, tiens, ça me ferait vraiment plaisir de relire Marine Gins Clark. J'avais comme ça des espèces de lubies. Il y a eu Marine Gins Clark et il y a eu, je sais pas si vous avez connu. Oui, non, je sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez toute la série des bandes dessinées des Yoko Tsuno. J'ai eu une passion de dingue pour Yoko Tsuno, ce personnage, cette bande dessinée, les dessins, les histoires, enfin tout. Si vous connaissez les bandes dessinées de Yoko Tsuno, mettez-le moi en commentaire parce que je serais curieuse de savoir qui aujourd'hui lit encore les Yoko Tsuno et qui aujourd'hui se souvient de cette bande dessinée. Voilà, parenthèse refermée. Du coup, en secret, comme d'habitude, une super bonne lecture. J'ai trouvé que Marine Gins Clark avait clairement réussi à s'adapter au code du policier contemporain, puisque Marine Gins Clark, donc, qui est décédée aujourd'hui, mais elle écrit quand même, enfin, elle écrivait depuis très longtemps. Et clairement, j'ai vu la différence entre là, ce livre, et ceux que j'avais pu lire il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, où clairement on n'est plus du tout sur le même style d'écriture, donc une très belle adaptabilité de la part de l'auteur. Et là on était sur ouais, voilà, une enquête menée par une journaliste d'investigation, Gina Kane, et ça j'ai vraiment apprécié que pour une fois l'enquête passe des mains de la police à une journaliste d'investigation. J'ai trouvé ça vraiment canon. Et on est sur des thématiques... Ah oui, c'est ça, voilà, on est sur la thématique en fait des femmes qui gravitent, alors attendez, ouais voilà, dans le milieu de la télévision et qui en gros se font sexuellement abuser pour obtenir, ou en tout cas pour, comment dire, comment expliquer ou en gros on est sur un ponte d'une chaîne télévisée qui abuse de ses collaboratrices et collaboratrices qui elles-mêmes n'osent bien entendu ne rien dire étant donné le succès, l'aura et la renommée de ce présentateur connu. C'était une super, enfin voilà, une lecture qui passe bien, qui, comme beaucoup de Marine Gins Clark au final, ne laisse pas une trace indélébile. C'est-à-dire que là, voilà, je l'ai lu il y a quoi, 2 mois, j'ai du mal à resituer le fil de l'histoire, les personnages, etc. Donc c'est vraiment le genre de livre où vous passez un excellent moment, ça file vite, c'est cool à lire, l'enquête est top, les personnages sont chouettes, l'histoire...
l'histoire elle suit quoi, enfin c'est un fil tendu, il y a juste à le tirer et hop on y va quoi. Et mais par contre voilà, c'est à dire que quelques mois plus tard vous êtes là, de quoi ça parlait déjà? Ah oui c'était ça, ok. Et encore vous voyez, j'arrive pas non plus forcément trop à rentrer dans le détail. Ensuite, dans la catégorie faites entrer l'accusé, lire un auteur jamais lu, j'en ai profité pour dégainer du Nicolas Begley que non, je n'avais jamais lu, avec du coup le premier tome de sa saga Le Cri. Alors, j'en avais entendu énormément de bien. Au final, je dois reconnaître que l'auteur écrit très bien, qu'il y a une dose de recherche absolument incroyable, puisqu'il se base sur des choses concrètes et très réalistes pour construire du fictif. Par contre, les incohérences, il y a des trucs, alors ça fait un moment que je l'ai lu, donc, mais par exemple, il y a la flic en charge de l'enquête qui dit à son collègue rencarde-toi de telle voiture, etc., qui est en circulation, on n'entend jamais plus parler de cette voiture. Ou alors si on en entend parler, mais il n'y a pas de lien avec ce qu'elle demandait. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ou vraiment, et alors c'est pas que moi, hein, franchement, plus ça allait et plus on listait là dans notre groupe de lecture commune, non mais ça, moi je comprends pas ça, non mais ça va pas, ça... Enfin, du coup ça a un petit peu cassé la lecture et l'harmonie de l'histoire. Hormis ça, ça reste du très bon policier et je comprends complètement pourquoi Nicolas Begley plaît autant, sachant que voilà, hein, je vais pas m'en rester là, je vais lire la suite, je vais pas en rester là parce que je veux lire la suite et je veux lui donner une autre chance. Même si voilà, comme je vous dis, ça reste un bon auteur. Là, on est du coup dans un hôpital psychiatrique en périphérie d'Oslo. Et en fait, il y a eu, du coup l'inspectrice s'appelle Sarah Geringen. Elle est appelée sur place pour un suicide. Et du coup, le suicidé, c'est le patient 488 qui a du coup gravé sur lui le numéro 488. Et en fait, il meurt avec dans un espèce de cri, c'est-à-dire que son visage est saisi, sa bouche est ouverte et genre, c'est comme s'il avait poussé un cri et il était mort d'un coup en criant. Je ne sais pas vous expliquer, c'est assez particulier. Et du coup, il y a toute une notion très ésotérique pour moi dans ce policier. Ça m'a un petit peu fait penser à l'univers de Da Vinci Code ou de Ange et démons de Dan Brown. J'y ai vu parfois des extraits du film avec Audrey Tautou. C'est comme ça, c'est des mystères en fait un petit peu universels sur l'homme, sur l'antimatière, sur voilà un petit peu toutes ces notions. Mais pour le coup, c'est vrai que ce sont des thématiques qui demandent énormément de recherche et ça, clairement, les recherches, elles sont là. Mais je trouve qu'il a bien réussi quand même à trouver l'équilibre pour ne pas perdre le lecteur qui, clairement, ne serait pas scientifique, ne serait pas physicien, ne serait pas astrophysicien, etc. Du coup, je trouve que ça, c'est cool. Il a vraiment su bien gérer la dose qu'il fallait d'informations pour ne pas nous gonfler ou qu'on se dise « Waouh, attends, là, je suis perdue, moi, là, toutes ces données... ça me dit rien, ça me parle pas, concrètement ça veut dire quoi, enfin à aucun moment. Et pourtant, je suis pas matheuse, je suis pas physique au taquet, je suis pas logique pour un sou, mais j'ai tout compris. Donc c'est que vraiment il s'est mis au niveau du lecteur, tout en quand même passant de l'information vraiment essentielle, véridique et super bien traitée. Donc voilà, j'ai lu ce livre. Ensuite, j'ai lu dans la catégorie crime passionnel, lire Le coup de cœur d'un ami. J'ai lu L'ombre de la menace de Rachel Caine dans la version éditée chez l'Archipel. Alors là, c'est le coup de cœur de plein de personnes, de Sophie, de plein de nanas de Bookstagram que je suis, de potes à moi. Enfin, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Pour vous rappeler l'histoire, mais je pense que vous en avez déjà entendu beaucoup parler, L'ombre de la menace. Il s'agit, comment elle s'appelle déjà? Gina. Gina qui un jour arrive chez elle, donc dans sa maison, et voit des policiers attroupés autour de sa maison. Elle veut descendre de sa voiture, il y a ses enfants à l'arrière.
Et en gros, elle se fait arrêter direct par la police. Donc clairement, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe, pourquoi elle se fait arrêter. Elle voit une voiture encastrée dans sa baraque, donc elle se dit un alcoolo qui voilà, a perdu le contrôle du véhicule et qui s'est encastré dans mon garage, mais elle comprend absolument pas pourquoi on lui cherche des noises. Et en fait, on la prend, on la saisit, on l'approche de son garage et là, elle voit que dans son garage, il y a une femme pendue au plafond, complètement mutilée. Enfin bref, elle est morte, hein, forcément. Et là, grosse révélation, en fait, son mari, dans le garage, séquestrait des femmes, les torturait, etc. Et elle n'en a absolument jamais rien su. Bien entendu, elle est jugée comme complice, ou en tout cas beaucoup de personnes se disent non mais à quel moment cette femme n'a pas capté que dans le garage collé à sa maison se jouait ce genre d'atrocité. Donc forcément elle passe un peu pour la femme qui s'en sort mais qui non mais attends, c'est pas possible qu'elle ait complètement tout ignoré quoi. Donc du coup c'est un peu galère pour Gina parce qu'elle est un peu traquée par voilà tout ce groupe sur internet et dans la vie qui lui en veulent un peu et se disent non mais en fait nous on va la faire payer quoi, il n'est pas question que cette femme complice, parce que tout le monde est sûr qu'elle est complice, s'en sorte et puisse continuer sa vie comme ça. Et donc du coup Gina c'est un peu sa vie de ville en ville où elle est obligée de changer d'identité, elle change de numéro de portable, elle change d'ordinateur, enfin c'est un peu galère surtout de faire vivre ça à ses enfants. Jusqu'au jour où elle réussit à s'installer à Stillhouse Lake. Ça fait 4 ans qu'elle y est, la vie est cool et on sent que là elle commence un peu à lâcher prise et à se laisser aller et à se dire allez c'est bon, je peux peut-être me faire des potes, je peux peut-être m'ouvrir à d'autres personnes et ne pas être dans une espèce de psychorigidité avec mes caméras, mes micros, mes planques, tout ça. Sauf que malheureusement, elle laisse un petit peu la porte trop ouverte et le mal s'engouffre dans la baraque. Et du coup, c'est super prenant. Enfin, j'ai adoré. En gros, j'ai vraiment adoré l'histoire de cette femme, hormis ce côté très américanisé où clairement c'est du gun à gogo, c'est de la course-poursuite, c'est des mecs gros bras qui ont l'espèce de pick-up et qui viennent là comme ça te chercher la misère. Enfin, hormis ce côté-là, ultra américanisé, c'est... Je suis Madame Woodcroft et c'est moi qui représente l'accusation. Dis donc. L'accusé, James Whitehouse, est représenté par Maître Regan, assise à la le flip. Cette affaire concerne un événement qui s'est produit entre deux Netflix personnes. qui se lance comme ça. James Whitehouse, l'accusé, et une jeune femme qui Génial. Le visage de M. Whitehouse, monsieur le juge, peut vous sembler familier. Ah, ok, donc là j'ai eu la peur de ma life. Ah, comme j'ai sursauté. En fait, il y a mon ordi qui est sur la table du salon, donc qui est en complet silencieux parce que j'ai absolument rien enclenché, ni musique ni rien. Et là, Netflix qui vient de s'enclencher et la voix d'une meuf qui vient de surgir de... Ah. Bref, L'ombre de la menace, comme ça à lire et franchement vous passerez un super moment de lecture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. J'ai également lu Comme un avion sans ailes, l'adaptation BD de Michel Bussy. Je vous mets le visuel par ici parce que je l'avais pris à la bibliothèque puisque les éditions Glénat nous ont gentiment proposé de faire gagner pendant ce challenge du coup la version BD du livre de Michel Bussy. Puisque oui, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais... on a eu envie en fait à un moment, l'idée nous est venue de se dire mais attends, ce serait trop bien qu'on puisse faire gagner tout au long du challenge plein de policiers, thrillers et cozy mystery. Donc du coup on a contacté les maisons d'édition, beaucoup de maisons d'édition étaient très partantes, étaient complètement partantes. Il y a eu, voilà, j'ai forcément oublié, mais il y a eu JC Lattès, le livre de poche, les éditions Glénat, Charleston, est-ce qu'il y a eu Fleuve? Je crois qu'il y a eu Fleuve. Archipel, enfin voilà, il y en a eu plusieurs comme ça qui ont clairement joué le jeu, qui nous ont permis du coup d'organiser un concours par semaine du 15 janvier jusqu'au 15 avril. Et du coup parmi les concours, il y avait à gagner l'adaptation BD de Comme un avion sans ailes de Michel Bussy. Comme un avion ou Comme un avion sans ailes? J'ai un doute parce qu'à chaque fois je confonds avec la chanson. Non, c'est pas Comme un avion sans ailes, c'est Un avion sans ailes.
Voilà, c'est ça, L-E-2-L-E, bref. J'ai été super ravie, donc j'avais lu le roman de Bussy et j'étais vraiment clairement ravie de redécouvrir cette histoire en bande dessinée. Du coup, que vous dire l'histoire rapidement. Donc c'est un crash d'avion dans les Alpes, dans mon souvenir c'est ça, une seule survivante, un bébé, à qui appartient ce bébé, à telle famille ou telle famille. Il y a une famille qui est super friquée, bourgeoise, qui a beaucoup d'influence, une autre famille, ils tiennent une baraque à frites sur le bord de la mer dans le nord. Bon bah forcément il y a une famille qui a beaucoup plus de poids que l'autre et en fait on ne sait pas à qui appartient cette petite fille, et au milieu de ça il y a du coup un enquêteur qui est engagé par la famille puissante pour du coup essayer de comprendre et de savoir réellement l'identité de cette petite fille. Voilà un peu le résumé. J'ai été contente ceci dit d'avoir lu le roman avant de lire la bande dessinée. Mais toujours est-il que si vous voulez découvrir Un avion sans ailes de Bussy, vous pouvez très bien zapper le roman et lire la bande dessinée tout de suite. Ça suffit amplement. C'est juste que je trouve que une enquête, une histoire telle que celle-ci mérite un peu plus de détails, un peu plus de description, un peu plus d'immersion que n'offre pas forcément la bande dessinée. Voilà. Ensuite j'ai lu, et pareil je ne l'ai pas ici, je vous mettrai le visuel, La Maison des Oubliés, qui était dans Garde à vue, lire une histoire vraie. Donc La Maison des Oubliés, juste là. Là c'est quelque chose de complètement différent que j'ai tout autant adoré. On est sur un couple et leurs enfants qui décide d'acheter une baraque, enfin plutôt manoir, un peu anglais, dans un village en périphérie de Londres. Je crois que ça c'est Londres. Sauf que la maison est complètement délabrée. Enfin c'est un peu, vous savez, la maison coup de cœur, on va passer devant, on va se dire oh, je veux cette maison. Sauf qu'il y a des travaux, il y a tout à refaire, l'électricité, la plomberie, tout. Mais vous vous dites non, c'est la maison de mes rêves, tant pis. Tant pis si on y est dedans pendant 10 ans à faire des travaux, je veux cette maison. Sauf que il se passe des choses très étranges dans cette maison. Étranges du genre fantomatique, apparition, mais des apparitions plutôt pas cool. Et du coup ce livre m'a beaucoup fait penser à un film avec Nicole Kidman dont je tairai le nom ici, puisque si vous creusez un peu vous comprendrez forcément un petit peu ce qui va se jouer. Mais toujours est-il que même si j'avais un tantinet capté le truc, j'ai quand même eu le doute jusqu'au bout que ce soit vraiment ça. Bref, voilà, mais je peux juste vous dire qu'on est sur ce genre de thématique de maison hantée, de présence, de gens qui meurent et compagnie. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Donc franchement, c'était ma première lecture du Murder Party Challenge et j'ai passé un excellent moment. Et dernière lecture, donc la 10e, que j'ai calée dans un coup de luminol, lire un policier ou thriller avec du rouge sur la couverture. Et là, j'ai choisi Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Vous connaissez ma passion pour Christelle Duchamp, l'art du meurtre, pardon, Le sang des Belasco. Christelle Duchamp qui est toujours édité aux éditions L'Archipel. Et là, du coup, c'était son dernier roman qui est paru le 22 janvier 2022. Délivre-nous du mal, c'est, on va dire clairement, mon coup de cœur de ce Murder Party Challenge. Et avec Manon, pour le dernier concours, on avait très envie de vous faire gagner nos deux coups de cœur. Enfin, du coup, son coup de cœur à elle et mon coup de cœur à moi. Ce qui fait que nous allons organiser un concours où nous allons vous faire gagner à une personne, la personne qui gagnera le concours, 2 livres. Du coup, mon coup de cœur, donc Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp et le coup de cœur de Manon. Et du coup, Christelle Duchamp, si vous ne connaissez pas Christelle Duchamp, foncez. Moi, j'adore. Alors, je sais que Sophie a fait une lecture commune du sang des Belasco il y a peu de temps, qu'elle n'a pas du tout, pas du tout adhéré. Disons qu'elle n'a pas forcément accroché. Alors que de mon côté, ça a été un coup de cœur intersidéral. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert Christelle Duchamp. Je me suis dit, cette nana, je vais la suivre parce que vraiment top. Là, du coup, on est sur une jeune femme, Esther,
qui a été enlevé a priori, et sa sœur Anaïs, qui connaît très bien le commandant de la PJ de Lyon, donc Thomas Missot, sollicite du coup ce fameux Thomas pour lui dire: non mais Thomas, s'il te plaît, désolé, ma demande est hyper perso, mais aide-moi, ma soeur a disparu, je sais pas. D'habitude on se donne tout le temps des nouvelles, là je n'ai aucune nouvelle d'elle. Bref, voilà, et en gros on va se retrouver confronté à la disparition de plusieurs jeunes femmes sans savoir, sans capter le lien en fait entre chaque disparition, jusqu'au jour où on retrouve l'une de ces jeunes femmes dans une usine désinfectée avec le crâne rasé et la langue sectionnée. Et voilà, et on va en retrouver plusieurs comme ça. Je vais pas forcément m'étendre sur l'histoire parce que j'ai vraiment envie que vous vous laissiez porter par l'envie juste de lire ce livre. En fait, je sais pas comment expliquer, mais parce que en fait, si je vous en dis trop, ben, c'est comme beaucoup de policiers et thrillers en fait. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'au début, le commandant va penser à en fait comment on dit, ah, j'ai perdu le nom. Ça va revenir, hein. Ça va revenir, un meurtrier en série. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et au final, on se retrouve sur une histoire où la victime n'est pas forcément celle qu'on croit. C'est beaucoup de mystère, hein, n'est-ce pas? Mais franchement, je peux pas vous en dire plus. Je peux juste vous dire que c'est un livre qui est imprégné d'une folie, je l'avais déjà dit dans des précédents vlogs, complètement apocalyptique. C'est-à-dire que là, c'est la folie, mais au-delà de la folie animale et bestiale, c'est de la folie genre... de la folie pure, quoi, vraiment pure, où c'est gros pétage de câbles de la part de tout le monde. Et ça, c'est waouh, on se prend une espèce de grosse claque. Et il y a également derrière ce livre un propos extrêmement féministe. Voilà, je vous laisse avec ça. Franchement, encore une fois, j'ai pas envie de vous en dire plus. Seulement, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous tenter. En fait, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous connaissez Christelle Duchange, si vous avez lu d'autres livres de Christelle Duchange. Dites-moi ce que vous pensez de cet auteur et de ses livres, parce que franchement, pour moi, c'est une auteure, mais qui a un très bel avenir dans le milieu du policier, du thriller. Bon, là, on est plus quand même sur du thriller, hein, malgré tout. Mais voilà, donc écoutez, si ça vous tente, je vous invite très fortement à participer au concours pour du coup tenter de remporter celui-ci, plus le livre de Manon. Voilà, et comme Est-ce que je triche un peu ou pas? Non, je vais pas tricher, je vais dire qu'on sort du challenge, que le challenge est terminé, que j'ai rempli 10 catégories sur 16. Et... mais voilà, j'ai eu envie de poursuivre en fait un peu après la date, même si dans tous les cas, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le challenge que je ne lirai plus jamais de policier thriller, puisque ça fait quand même partie de mon genre un peu fétiche. Mais du coup, j'ai commencé Code 93 hier d'Olivier Norek, que j'avais mis dans ma liste du Murder Party Challenge, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Ça file à une vitesse, je l'ai commencé hier, j'en suis presque à la moitié. Et du coup on va suivre le fameux enquêteur d'Olivier Norek qui s'appelle Victor Coste, et c'est le premier roman d'Olivier Norek, Code 93. Il a passé 17 ans de sa vie, Olivier Norek, à bosser pour l'APJ du 93, et clairement ça se sent. On est sur une professionnalisation de l'histoire assez dingue, avec des éléments, des descriptions, des anecdotes d'enquêteurs que clairement, à mon sens, qui en plus suis un peu imprégnée du milieu de par mon papa, ne peut pas être écrit par quelqu'un qui ne l'a pas vraiment vécu en fait. Et ça apporte un réalisme de dingue à l'enquête, même si parfois ça me donne un peu l'impression qu'Olivier Norek, policier, a écrit pour un policier. Je sais pas si vous... Et que du coup, pour le coup, autant où Nicolas Beuglé s'est adapté au grand public, autant où là, Olivier Norek a conservé un peu trop des formations professionnelles dans son livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'un détail, hein, parce que clairement, Code 93, ça file, mais
comme un petit pain, j'allais dire, mais c'est absolument pas l'expression, filer comme un petit pain, ça ne veut rien dire, mais en gros, ça se lit vraiment extrêmement bien. Et voilà, et vraiment je suis contente d'Olivier Noiret, que je le connais avec Surface, Impact, Entre deux mondes. Je ne connaissais absolument pas ce premier livre et je suis très contente de le découvrir. Donc voilà, c'était ma lecture de l'entre-deux, fin de challenge et voilà, dont je vais quand même vous parler rapidement ici. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Bien entendu, je voulais absolument remercier encore toutes les personnes qui ont participé au challenge. Vous remercier pour vos publications, vos stories, vos partages, vos discussions sur les différents groupes communs. Vous avez été au top. Les concours, pareil, vous avez assez fortement participé. Vous étiez tous super ravis de recevoir les livres. Du coup, dernier concours là organisé ce vendredi. Également vous dire que bien entendu notre objectif avec Manon est de réitérer le Murder Party Challenge l'année prochaine, donc le Murder Party Challenge 2023, qu'il va falloir qu'on se creuse la tête un petit peu encore pour trouver des catégories. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on change. Est-ce qu'il y a trop de catégories? J'allais dire, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Je ne suis pas sûre que nous ayons beaucoup cette réflexion parce que je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup. J'aurais même plutôt tendance à dire qu'il y en avait peut-être un peu trop. Mais je sais pas. En tout cas, si vous avez des choses vraiment à redire sur ce Murder Party Challenge, dites-nous, n'hésitez pas, ça ne peut que être constructif et nous aider à rendre la deuxième édition de ce Murder Party Challenge encore mieux, encore plus cool, encore plus dans le partage, dans l'échange, enfin dans tout ça. Et également vous dire que nous allons organiser un live, je pense, la semaine prochaine pour du coup papoter avec tout le monde de ce challenge, parler de nos lectures, etc. etc. Voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Merci encore à tous, merci encore aux maisons d'édition qui nous ont suivis sur cette initiative et nous dans tous les cas on se retrouve dimanche comme d'hab pour un nouveau vlog.